Merci infiniment et bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, après la chaleur fatale, hein, c'était ça? La chaleur fatale. Donc un peu de droit fatal, je pense qu'en début d'après-midi, tout le monde a besoin d'un peu de droit. Donc je vais essayer quand même de maintenir l'attention avec un titre que vous avez ici à l'écran, la géogénérie saisie par le droit international. Alors, en guise d'introduction, je vais couvrir 4 points. L'enjeu, d'abord, pour nous les juristes. Ensuite, le problème auquel nous devons faire face aujourd'hui en matière de géo-ingénierie. L'argument que je vais vous présenter pour essayer de répondre à ce problème. Et enfin, quelques mots de méthode. Alors, la géo-ingénierie, je la définirai ou je la comprendrai comme elle a été définie ici dans ce colloque. Et je vais me concentrer sur une forme de géogénérie particulière, parce que vous verrez qu'elle a un régime juridique assez intéressant, qui est la géo-ingénierie marine, qui est définie ici comme une intervention délibérée dans le milieu marin visant à manipuler les processus naturels, notamment contrecarrer les changements climatiques d'origine anthropique. Et vous voyez qu'on ajoute déjà dans la définition juridique ce qui suit, qui est susceptible de se traduire par des effets nuisibles, en particulier lorsque ces effets peuvent être étendus, durables et graves. Alors pour nous, les spécialistes du droit international de la science, la géo-ingénierie, notamment la géo-ingénierie marine, entre dans le groupe des sciences que nous appelons dangereuses. Une science dangereuse, c'est quelque chose qui est connu en philosophie, en histoire, en droit des sciences, et on a l'habitude de faire référence à cet article de Volpert, et on sait que la communauté scientifique est divisée toujours sur la question de savoir si la science en elle-même peut être dangereuse. Alors, qu'entendons-nous par une science dangereuse? Nous entendons une science qui a 4 caractéristiques, et ces 4 caractéristiques, on va les retrouver dans la géo-ingénierie, dans l'intelligence artificielle et dans l'édition génomique notamment. Donc ces 4 caractéristiques, c'est une science qui a un impact sur la personne humaine et son milieu, potentiellement gravement préjudiciable. Donc ça, c'est quelque chose qui est dans cette définition déjà assumée. Deuxième caractéristique, une science qui a un impact sur la personne humaine gravement préjudiciable, qui est durable, voire irréversible. Troisième caractéristique, une science qui a ce type d'impact préjudiciable, durable, voire irréversible, à double tranchant, c'est-à-dire qu'il se caractérise à la fois par des bienfaits et par des méfaits. Donc c'est ce que nous avons entendu toute la matinée. À la fois un potentiel d'émissions négatives, donc quelque chose a priori positif, mais en même temps potentiellement des effets négatifs. Quatrième caractéristique, une science caractérisée par l'incertitude. Et l'incertitude, c'est un problème, on va le voir, c'est un problème pour les scientifiques, mais c'est un problème aussi pour les juristes, parce qu'une bonne partie du droit de l'anticipation scientifique, en droit international notamment, tourne autour du risque et donc tourne autour de la probabilité et de la certitude. Et dès qu'il y a incertitude, on tombe dans la précaution et tout de suite, on tombe dans quelque chose de beaucoup plus controversé. Donc je vais axer mon exposé cet après-midi autour de cette catégorisation de la géo-ingénierie marine comme une science dangereuse, telle que je viens de le définir. Ce qui rend cette science d'autant plus dangereuse, c'est la polyspatialité et la polytemporalité aujourd'hui de la recherche en matière de géo-ingénierie. On a vu déjà ce matin qu'il y a d'énormes disparités scientifiques et un risque qu'on pourrait appeler un risque d'unilatéralisme scientifique, c'est-à-dire des États qui ont une recherche beaucoup plus avancée sur ces questions, qui risquent d'aller plus vite que les autres, avec un effet de disparité, ensuite des conséquences, mais aussi des bienfaits. Il y a une dangerosité qui est accrue d'autant plus qu'il y a aussi une polytemporalité scientifique et enfin une privatisation de la science dans ce domaine. On a déjà eu 2 exposés qui viennent du secteur privé où on voit qu'il y a aujourd'hui une concurrence technoscientifique autour de cette recherche. Et en matière de géo-ingénierie, la dangerosité de la recherche est d'autant plus renforcée par une dernière caractéristique qui a déjà été évoquée ce matin dans l'exposé de mon collègue Lambin, c'est la question de la menace ou du risque climatique, qui lui est certain. On part l'idée dans ce colloque que ce risque est véritablement certain. Et donc on se retrouve avec un risque très certain,
qui est le dérèglement climatique, qui est opposé. M. Lambin a parlé ce matin d'un autre risque, celui de la géo-ingénierie, mais moi je dirais que en fait, ce risque climatique très certain est opposé plutôt à un potentiel très incertain de conséquences négatives de la géo-ingénierie. Donc ce n'est même pas un risque contre risque, c'est un risque très certain qui l'emporterait, telle une énorme boule, contre une toute petite boule du potentiel éventuel de conséquences négatives de la géo-ingénierie marine. Donc voilà ce contexte et cet enjeu que pose la géo-ingénierie marine, cette dangerosité très particulière. Alors face à ce danger, le droit international de la science oblige les États à adopter ce qu'on appelle des mesures d'anticipation scientifique, c'est-à-dire pose des obligations de prévention, voire, s'il est généreux, de précaution, je l'ai dit, même quand le risque n'est pas avéré et que la menace est purement potentielle. Alors, que sont ces obligations d'anticipation scientifique? Eh bien, prévenir ces menaces, les atténuer. Comment le faire? Eh bien, en réglementant, par exemple, pour encadrer, soumettre à autorisation, par exemple, à permis, on va voir ça tout à l'heure, ou alors carrément interdire temporairement, donc ça c'est un moratoire, on attend, ou interdire définitivement. Donc voilà la palette de possibilités de mesures à disposition des États lorsqu'ils font de l'anticipation scientifique. Ils ont une obligation de prévenir de manière prudente, parfois par précaution, en adoptant ce type de mesures de réglementation qui peuvent aller du permis jusqu'au moratoire ou à l'interdiction. Et évidemment, quand le type de recherche dangereuse en question est un type de recherche que tout le monde fait dans le monde et qui peut avoir des conséquences planétaires, transnationales, eh bien évidemment, le niveau juridique que l'on va appeler à la table, c'est le mien, c'est celui du droit international. D'accord ? Donc on va se retrouver dans cette situation d'enjeu pour nous. Alors, quel est le problème maintenant? L'enjeu, vous l'avez compris, pour le juriste, quel est le problème auquel fait face le juriste face à cet enjeu? Il est double. Il est formel, on va le voir, et puis il est matériel ensuite. Sur le plan formel, je vais vous expliquer que le juriste fait face à un droit de l'anticipation scientifique assez faible sur la géo-ingénierie marine, parce qu'il est souvent non écrit, voire souple, et donc très peu contraignant. Un autre problème formel pour le juriste qui s'occupe d'anticipation scientifique, c'est la fragmentation du régime de l'anticipation scientifique en matière de géo-ingénierie en fonction du milieu concerné. Est-ce qu'on protège la mer de manière différente de la forêt, des sols ou de l'atmosphère, et en fonction de l'ingénierie, de la technique concernée? On a entendu ce matin qu'il y a de multiples techniques, et par conséquent, les régimes vont être totalement éclatés en fonction du milieu protégé et de la technique visée. Et enfin, troisième problème formel que je vais évoquer, le droit international de l'anticipation scientifique en matière de géo-ingénierie est malheureusement contradictoire. Puisqu'on a un régime ancien que je vais vous présenter, qui est un régime protecteur, très limitatif, à juste titre à mon avis, qui est un régime prudent, inspiré par la précaution. Mais plus tard, à partir de l'accord de Paris notamment, et puis toutes les interprétations données par le GIEC, malheureusement, on a passé à un régime supplémentaire de protection du climat qui lui est beaucoup plus permissif, qui est dans la compensation, dans la correction, dans les émissions négatives. Et donc à partir de ce moment-là, on entre dans une phase de contradiction du droit international. Donc ça, ce sont les problèmes formels que je vais vous présenter tout à l'heure. Mais on a aussi des problèmes matériels dans le régime de l'anticipation scientifique internationale, parce que ce régime, je vais vous l'expliquer, a trois caractéristiques. Il est risco-centré, ça je l'ai déjà un petit peu expliqué tout à l'heure quand je vous ai parlé de l'importance de la certitude en droit international, et donc de la tendance finalement à faire de la précaution une pure approche et pas une obligation. Et donc on va se concentrer uniquement sur les risques certains, et en privilégiant la certitude, on va devenir de moins en moins prudent,
Et donc on va favoriser le fait accompli. Donc ça, c'est le premier problème de fond. Le deuxième problème, c'est que le régime d'anticipation scientifique que je vais vous présenter, vous allez le voir, il est très technoscientiste. C'est-à-dire qu'il met le scientifique dans la position du juge et de la partie. Le scientifique va être celui qui va dire quand une certaine science est suffisamment certaine pour pouvoir avoir lieu. Et donc le droit international de l'anticipation scientifique a laissé les scientifiques devenir les juges et les parties de ce droit. Et enfin, on va voir que le droit international de l'anticipation scientifique, souvent, est assez utilitariste, c'est-à-dire qu'il adopte exactement ce que tout le monde a adopté ce matin, c'est-à-dire l'idée qu'il y aurait une analyse de risque à faire, et puis qu'ensuite il suffirait de maximiser, de peser d'abord ces risques, et puis de maximiser les bienfaits sur les méfaits. Mais ça, en éthique et en droit, ça n'est pas quelque chose d'absolument évident, surtout quand il s'agit de protéger des biens fondamentaux comme la personne humaine ou l'environnement. D'accord ? Donc je vais vous montrer un petit peu tout ça dans mon exposé, mais je voulais déjà vous donner un petit aperçu des problèmes formels et des problèmes matériels qui vont nous occuper. Alors l'argument que je vais vous présenter est un argument de droit international de la science fondé sur le droit de l'homme à la science. On le sait peu, mais il y a en droit international des droits de l'homme, depuis 1966 déjà, un droit de l'homme à la science. Et en analysant la géogénérie marine et l'anticipation scientifique des effets négatifs, des méfaits que peut poser la géogénérie marine à travers le droit de l'homme à la science, on pose toutes les questions qu'on a vues ce matin directement à la science elle-même. C'est-à-dire qu'on va, au lieu de se préoccuper uniquement de la protection des milieux et de la protection de l'environnement, on va faire du problème de la géoingénierie marine un problème interne à la science, d'où mon titre, la géoingénierie saisie par le droit international, pas simplement limitée par le droit international, mais pour que la géogénérie soit de la bonne science, pour qu'elle mérite d'être protégée par le droit international au titre d'un droit de l'homme à la science, eh bien, il faut que la géogénérie soit au bénéfice de l'humanité, c'est-à-dire qu'elle protège l'intérêt de la personne humaine. Alors, le droit de l'homme à la science, c'est trois droits en particulier. Évidemment, le droit de participer à la science, donc ça va être la liberté de recherche, la liberté académique, elle a déjà été mentionnée ce matin, mais ça va être aussi le droit de bénéficier de la science, donc d'en tirer des bienfaits, et enfin, le droit d'être protégé contre les abus et les effets indésirables de la science, de ses applications, ce que j'appelle les méfaits de la science. Il y a des bienfaits de la science et il y a aussi des méfaits de la science. Et ça, c'est quelque chose qui est connu en droit international depuis longtemps et que le comité de droit économique, socio-culturel qui interprète le droit de l'homme à la science prend très au sérieux. Vous avez ici un extrait qui concerne justement l'importance pour le comité de mettre en place une coopération internationale autour de l'analyse et de la prévention des méfaits de ces nouvelles technologies et bien sûr de faire en sorte que ce cadre parte toujours des droits de l'homme et de l'importance de la protection des intérêts de la personne humaine. Alors, l'intérêt de cet argument que je vais vous présenter cet après-midi, c'est qu'il nous permet précisément de pallier les difficultés que j'ai présentées tout à l'heure sur le plan formel et sur le plan matériel dans le régime actuel de l'anticipation scientifique appliquée à la géogénérie, notamment à la géogénérie marine. D'abord, il va nous permettre de fonder une interprétation obligatoire de l'anticipation scientifique. Il va nous permettre de le faire de manière cohérente et systémique. Donc la cohérence, la systématicité, c'est quelque chose qui est ressorti beaucoup ce matin des exposés en sciences, notamment du vôtre, Nicolas. Et vous allez voir qu'on a le même souci de systématicité de la réponse du droit international au souci des écosystèmes et de la personne humaine dans un milieu qui devrait être systémique, qui devrait pouvoir aussi, sur le plan juridique, protéger ses intérêts de manière complète. Et ça va nous permettre enfin de fonder un argument humaniste, beaucoup plus déontique, de l'anticipation scientifique en matière de géogénérie marine et de sortir de ces approches clairement utilitaristes de la question.
Alors, je me rends bien compte que nous ne sommes pas tous juristes dans cet auditoire, donc j'ai préparé un exposé à 2 niveaux de lecture. Un niveau de lecture plus informatif, où je vais vous présenter le régime en fait applicable. Vous avez déjà une bonne idée avec ce que je vous ai déjà dit en introduction. Et puis ensuite, il y aura un deuxième niveau de lecture, un petit peu plus critique, pour les juristes qui sont ici ou qui nous regardent. Donc j'ai prévu 3 parties à l'exposé qui correspondent en fait aux 3 points que je vais vous faire. D'abord, comment est-ce que la géogénérie est aujourd'hui saisie en droit international de l'environnement. Et ça va me permettre de revenir sur les points et les problèmes formels et matériels que j'ai présentés tout à l'heure. Ensuite, ce que le droit de l'homme à la science apporte en termes d'obligation d'anticipation scientifique. Qu'est-ce qu'il demande, lui, lorsqu'il aborde une science comme la géogénérie. Et puis ensuite, je ressaisirai la géogénérie marine à travers ce que nous aurons appris du droit de l'homme à la science, ce que j'appelle la ressaisie de la géogénérie. Ça, je vais demander aux scientifiques de la géogénérie de se ressaisir eux-mêmes de la géogénérie comme d'une science humaine, c'est-à-dire d'une science qui aurait le mérite d'être protégée par le droit de l'homme à la science. Alors, je commence avec la saisie de la géogénérie en droit international de l'environnement, et je vais procéder en 2 temps. C'est un domaine très touffu, donc je vais essayer d'être aussi clair que possible avec vous. S'il y a des juristes dans la salle, ils savent combien le domaine est complexe, donc je vais essayer quand même de vous le résumer rapidement. D'abord en général, donc toute géo-ingénierie dont nous avons entendu parler aujourd'hui, puis ensuite on fera un zoom sur la géo-ingénierie marine, parce qu'elle a un régime, je vous l'ai dit, un petit peu plus avancé, qu'on pourrait utiliser en le réformant un petit peu comme exemple dans d'autres domaines. Alors je commence avec la géo-ingénierie en général, en droit international de l'environnement. Ici, il faut faire 2 remarques. La première, c'est qu'il n'y a pas de régime général de droit international applicable à toute technique de géo-ingénierie et dans tous les environnements. Il y a plutôt de multiples régimes fragmentés, donc plusieurs traités fragmentés, en fonction du milieu à protéger. Donc il va y avoir du droit de la mer, du droit de la biodiversité, du droit du climat, et en fonction des ingénieries considérées. Donc il va y avoir du droit qui va s'appliquer à la géo-ingénierie marine, c'est celui dont on va parler, mais aussi un petit peu pour la géo-ingénierie forestière, terrestre et atmosphérique. Ça veut dire une couverture totalement inégale en fonction des techniques et en fonction des milieux, et bien sûr en fonction des États qui auront ratifié ces différents traités. Pas de régime général, ça veut dire aussi pas d'institution générale, unique, compétente aujourd'hui pour se saisir de ces questions. Parce que c'était une question que tu m'avais posée, est-ce qu'il y a un tribunal compétent? Non. Il y a autant d'organes compétents qu'il y a de traités. Et donc ces organes vont être différents types, purement scientifiques, hybrides, parfois politiques. Il y a 2 tribunaux qui pourraient entrer en ligne de compte. C'est le tribunal international du droit de la mer, dès qu'on parle justement de géo-ingénierie marine. Je vais vous en parler un petit peu tout à l'heure. Et il y a bien sûr la Cour internationale de justice, mais la Cour internationale de justice n'a pas de compétence obligatoire, à moins qu'un État s'y soit soumis volontairement. Donc on a encore très peu d'affaires à la Cour internationale de justice en droit de l'environnement et d'autant moins en matière de géo-ingénierie. La conséquence de cela, de cette fragmentation du droit international applicable à la géogénérie en général en matière de droit international de l'environnement, c'est que le droit souple, c'est-à-dire une forme de droit non contraignant, va finalement pénétrer les interstices, un droit souvent privé ou privé-public ou une forme d'éthique scientifique, enfin on ne sait pas très bien, donc il y a toutes sortes d'autres normes qui pénètrent aujourd'hui le paysage, et puis surtout les communautés pullulent. Donc on a toutes sortes de comités scientifiques ou politico-scientifiques qui se mettent en place au niveau national, régional et universel. En fait, on en a déjà entendu parler un petit peu ce matin. Et puis, comme la place est à prendre sur le plan universel, eh bien, on a beaucoup de droit régional. On a entendu parler de droit de l'Union ce matin. Et donc, les régions vont s'activer assez rapidement. Donc ça, c'est la première remarque. Pas de régime général applicable à l'anticipation scientifique en matière de géogénérie pour toutes les techniques de géogénérie et pour tous les environnements. Deuxième remarque, pas d'approche générale de l'anticipation pour toute la géogénérie et dans tous les environnements non plus.
Parce que finalement, la fragmentation, si c'était 5-10 fois le même régime, ce ne serait pas trop grave. Mais malheureusement, ces différents régimes applicables à différentes techniques de géoingénierie dans différents milieux vont opter à chaque fois pour un contenu et des règles différentes. Ici, je ferai 2 remarques. La première, c'est une contradiction fondamentale entre le régime du climat, qui est plus récent et qui est beaucoup plus permissif en matière de géoingénierie, et le régime plus ancien, le régime de la biodiversité, le régime du droit de la mer, par exemple, qui lui est beaucoup plus protecteur de l'environnement et qui va donner, par exemple, des obligations de précaution et de prudence. Alors, tout ceci remonte, et on l'a dit ce matin sans nommer l'article, mais vous avez ici le responsable du problème qui nous a occupé ce matin, émissions négatives, émissions positives, et c'est ce qui nous amène ici aujourd'hui, c'est ce fameux article 4.1 de l'accord de Paris de 2015 qui, face au manque de réduction des émissions, pour permettre aux États d'atteindre néanmoins les objectifs qu'ils se sont fixés dans le droit du climat, va mentionner une obligation d'équilibre, c'est-à-dire une obligation de compensation et de correction. D'où le concept qui a été défini ce matin d'émissions négatives. Mais ça, l'idée qu'outre des obligations de prévention et de réduction des émissions, vous ayez en plus des obligations de compensation et de correction, ça va créer beaucoup de difficultés parce qu'évidemment les États vont être tentés plutôt de compenser ou de corriger que de prévenir et de diminuer. De même, cette nouvelle obligation de compensation et de correction va entrer en conflit de plein fouet avec les obligations de prévention et de réduction des autres menaces sur l'environnement qui sont couvertes par d'autres traités en droit international de l'environnement. Donc ça, c'est la première remarque que je voulais faire en matière du manque d'approche générale, une contradiction au cœur du droit applicable. Donc, quand vous avez une contradiction, ce n'est jamais très bon signe pour la capacité des juristes à régler un problème. La deuxième remarque que je veux faire sur l'absence d'approche générale de l'anticipation en matière de géo-ingénierie dans tous les environnements, c'est la faiblesse de l'approche générale des obligations d'anticipation scientifique en droit international en général, et notamment en droit international coutumier. Il a été mention ce matin de l'obligation de ne pas nuire. C'est une obligation non écrite qui existe en droit international depuis toujours. Il existe aussi des obligations de précaution et de prévention diligente, et donc des obligations de prudence en droit international qui sont rappelées régulièrement dans toutes sortes d'arrêts sur lesquels je n'ai pas le temps de me pencher ici. Malheureusement, cette approche générale de l'obligation de ne pas nuire de manière diligente avec les obligations de précaution et de prévention diligente qui en découlent, est non écrite, et elle ne fait pas bon ménage avec cette obligation de correction ou de compensation dont je viens de vous parler. Et surtout, et je vais maintenant vous expliquer à nouveau les 3 critiques qu'on peut faire de ce régime général d'anticipation en matière de droit de l'environnement, ce régime est risco-centré, c'est-à-dire que la plupart du temps, il est fondé sur la certitude et une analyse de probabilité, ce qui le rend la plupart du temps très imprudent. Il va prendre très au sérieux les obligations de prévention, parce que quand la certitude scientifique est là, tout le monde est d'accord qu'il faut prévenir, mais lorsqu'il n'y a pas de certitude, on va transformer les obligations de prévention en approche de précaution, et on va finalement attendre le fait accompli pour faire quelque chose. Et donc cette attention, cette hyper-attention donnée à la certitude et au risque pose problème. La deuxième caractéristique du droit international général de l'environnement et son application en matière d'anticipation scientifique à la géo-ingénierie, c'est qu'il est technoscientiste, c'est-à-dire qu'il est fondé sur une approche scientifique du risque. Donc non seulement le risque est important et la certitude est essentielle, mais surtout qui va déterminer la certitude du risque
eh bien, ce sera un scientifique. Et donc, on va mettre la communauté scientifique elle-même en position de déterminer la dangerosité des pratiques scientifiques qui nous occupent. Ce qui va rendre le scientifique juge et partie, je l'ai déjà dit, mais va amener et va faciliter une politique du fait accompli scientifique. Et quand on voit les investissements qui sont faits dans ce domaine, et on en a entendu parler ce matin et cet après-midi, évidemment qu'une fois que la technique est développée, eh bien, il est trop tard pour l'arrêter. Et enfin, le droit dans ce domaine est caractérisé par une forme d'utilitarisme, c'est-à-dire qu'on va constamment analyser les risques et puis ensuite maximiser les bienfaits sur les méfaits, ce qui peut-être dans une forme de raisonnement scientifique paraître acceptable, mais ce qui, par exemple, en droit de l'homme, est totalement proscrit. On ne devrait jamais traiter la personne humaine comme un moyen vers une fin, c'est toujours une fin, et on ne met pas en balance les intérêts de la personne humaine, et on ne devrait pas mettre en balance les intérêts de l'environnement. Alors, ceci m'amène à la géoingénierie marine, maintenant. Donc le régime général, vous avez vu, il n'y a pas grand-chose à en tirer, dans la mesure où il est formellement assez faible, et puis sur le fond, il est contradictoire. Fort heureusement, en matière de géoingénierie marine, on a un duo de deux conventions, et ce qui s'est construit autour de ces deux conventions, on a la convention sur la diversité biologique de 92, avec toutes sortes de déclarations qui se sont greffées sur elle, et on a la convention des Nations Unies sur le droit international de la mer de 82, avec différents petits régimes relatifs à l'immersion des déchets en mer qui se sont greffés sur la Convention du droit international de la mer. Et ce duo de conventions et tout ce qu'il y a autour, donc le corps conventionnel qui s'est agrégé autour de ces deux traités, nous permet de considérer qu'aujourd'hui, en matière d'anticipation scientifique applicable à la géoingénierie marine, on a finalement un corps juridique assez intéressant. Il est caractérisé par, et je simplifie à l'extrême, il est caractérisé par deux dimensions. Une approche de précaution, et pas seulement de prévention basée sur la certitude scientifique, et un système de moratoire. Donc non seulement on va favoriser la précaution sur la prévention, ou en tout cas faire les deux, mais on va aussi recommander un moratoire en matière de géoingénierie marine, un moratoire soumis à exception. Alors, je vous montre comment ça fonctionne rapidement dans les textes. Donc, d'abord, il faut savoir que pour la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, la géoingénierie marine, ou en tout cas l'immersion de produits dans le milieu marin, peut être considérée comme une pollution du milieu marin, au sens de l'article 1. Et le Tribunal international du droit de la mer, dans son avis consultatif de 2024 sur la question des obligations des États en matière climatique, a considéré que les émissions anthropiques de GES dans l'atmosphère peuvent constituer une pollution du milieu marin. Et donc, on va appliquer l'approche de précaution et l'approche de prévention dont je viens de vous parler, ici, à la question de la géoingénierie marine. Vous avez ici l'extrait le plus important pour nous, avec la référence au principe de précaution applicable ici en vertu de l'article 194 de la Convention au type d'activité qui nous occupe. Ce système du droit de la mer a fait ensuite l'objet, à l'article 3 de la Convention sur la diversité biologique, d'un rappel de l'obligation de prévention et de précaution, et interprété ensuite par la COP, c'est-à-dire la conférence des États parties de la Convention sur la diversité biologique en 2008, puis en 2010, donc c'est le même contenu, répété 2 fois dans 2 décisions, elle recommande un moratoire. Donc j'ai essayé de vous souligner ici les moments les plus importants, logiquement, pour que vous puissiez comprendre comment ça fonctionne. Donc en gros, le raisonnement, c'est qu'en l'absence aujourd'hui de certitude, de fondement scientifique, en l'absence d'un mécanisme de réglementation et de contrôle efficace sur le plan mondial,
il ne devrait plus y avoir d'activité de fertilisation des océans, sauf pour les recherches scientifiques de petite échelle, pour autant qu'elles soient étayées par une évaluation d'impact. Donc vous voyez ici comment la Convention sur la biodiversité de 1992, en épousant une approche de précaution, arrive à recommander un moratoire soumis à exception, scientifique et politique, et interdit en même temps, tout en bas, je vous ai mis ça en italique, interdit en même temps de faire de la géogène marine un objet d'échange de quotas d'émissions. Donc on a déjà parlé de ça ce matin, vous voyez ici que c'est considéré comme, ça devrait être considéré comme interdit pour la COP de la Convention de 92. Le problème, c'est qu'il s'agit ici de décisions. Donc ce sont des décisions qui interprètent un traité, et donc la qualité normative ou obligatoire de ces décisions reste controversée par les États. C'est un petit peu mieux en droit de la mer, parce qu'en droit de la mer, on a complété l'article 194 dont je vous ai parlé tout à l'heure sur la pollution marine, d'une convention, la Convention de 72 de Londres, sur la prévention de la pollution des mers, qui a fait ensuite l'objet d'un protocole, le protocole de Londres de 1996. Et ce système de convention de Londres et de protocole de Londres comprend un article 3 que vous avez ici à l'écran, qui est vraiment l'article le plus important pour nous en matière de géoingénierie marine, puisque vous voyez qu'il revendique l'approche de précaution, même en l'absence de certitude sur les conséquences de cette recherche et de cette technique. Et surtout, au paragraphe 3, il interdit aux parties contractantes de déplacer les dommages ou la probabilité de dommages d'un secteur de l'environnement à un autre. Donc c'est tout à fait intéressant, et vous voyez que ça va plus loin que la Convention sur la biodiversité. Ce que les États parties au protocole de Londres ont fait, mais seulement certains, je vous expliquerai ça tout à l'heure, c'est rajouter au protocole de Londres une résolution, la résolution de 2013, qui porte, elle, spécifiquement sur la fertilisation des océans et les autres activités de géoingénierie marine. Et ce que fait cette résolution d'amendement de 2013, suite à un scandale canadien de géogénierie marine qui a mal tourné, c'est d'établir un système, à nouveau, de moratoire et de permis exceptionnels. Donc on reprend le même système. On a une annexe, l'annexe 4, dans laquelle on liste les activités de géogénierie marine que l'on veut interdire. Donc c'est très progressif, très dynamique. Donc on va augmenter et étendre la liste à mesure que les connaissances avancent. Donc on va avoir une liste qui permet d'établir un moratoire. Et puis, en même temps, on a un système de permis exceptionnels qui peuvent être donnés en cas de légitimité scientifique d'un projet et de respect d'une procédure d'évaluation d'impact qui est extrêmement précise et contraignante. Donc, vous voyez que c'est la même inspiration que l'idée des décisions de 2008 et de 2010 qui avaient été prises par la COP de la CBD, mais cette fois appliquée très directement à la mer et avec une procédure extrêmement détaillée, moratoire, plus permis exceptionnel. Alors, le problème de cette procédure, c'est malheureusement qu'aujourd'hui, la Convention de Londres, c'est 87 États parties, le protocole de Londres, c'est 55 États parties, et la résolution que je viens de vous montrer, qui est pourtant assez fantastique, c'est seulement 6 États parties. Alors, que faire ? L'organe gouvernant de la Convention de Londres et du protocole de Londres, depuis quelques années, soucieux de voir le très faible taux de ratification de sa résolution demeurer en fait un état de fait vraiment attristant, a décidé d'empoigner le problème en développant ce type. Malheureusement, je ne l'ai trouvé qu'en anglais, je suis désolée, mais il y a beaucoup de choses en anglais dans ce colloque, donc je pense que c'était possible, tu l'avais autorisé, à développer cette idée de reprendre le contenu de la résolution de 2013, donc moratoire plus permis exceptionnel en cas de légitimité scientifique et d'évaluation d'impact strict,
et de la généraliser à tous les partis par le biais de ce statement. Et puis tout récemment, dans un projet de résolution 2024, qui sera peut-être en 2025 approuvé, d'étendre ce système de manière générale à tous les États partis au protocole de Londres. Mais il y a évidemment, vous vous en doutez bien, une résistance énorme. Et je vous ai mis ici un extrait de cette résistance. C'est un extrait parmi d'autres. Mais c'est juste pour vous montrer le type d'ONG, de groupes, d'associations d'intérêt scientifiques et privés qui tournent autour de l'Organisation maritime internationale et autour de la COP, du protocole de Londres, qui vont essayer en fait de faire du lobby pour opposer la résolution que je viens de vous montrer. Je vous ai de nouveau mis les extraits les plus importants en italique. Ils font référence à quoi? Eh bien, l'importance de la liberté de la recherche. Pourquoi est-ce qu'un petit comité scientifique établi par la résolution de 2013 du protocole de Londres serait le seul à pouvoir déterminer la légitimité scientifique d'un projet de géoingénierie marine? C'est quelque chose qu'il faut absolument renvoyer au GIEC, parce que le GIEC sait mieux. Donc vous voyez, donc, de nouveau, on en fait une vraie question de légitimité scientifique. Et puis tout à la fin, vous avez un autre type d'argument qu'on a déjà entendu ce matin, c'est l'importance de la recherche, du secteur privé pour la recherche. Et il ne faut surtout pas limiter l'innovation, parce que c'est comme ça qu'on sauvera la planète. Donc la question reste extrêmement controversée, vous le voyez, et donc les choses ne sont pas du tout réglées. Mais je voulais vous présenter ce régime pour que vous voyez qu'il y a quelque chose. C'est très petit, c'est insatisfaisant, il y a peu d'États qui l'ont ratifié, mais ça existe. Et donc quand mon collègue Lambin disait ce matin on n'a pas vraiment de modèle de moratoire, ben oui, on en a un, c'est celui de 2013. Là vous avez la carte des États partis à la Convention de Londres, qui sont aussi partis au protocole, ils sont en bleu, et puis ceux qui n'ont rien signé du tout, en bleu foncé. Alors très rapidement maintenant, parce que je vois que l'heure tourne, qu'est-ce qu'un argument droit de l'homme à la science peut apporter à ce que je viens de vous présenter, qui était finalement très descriptif, et peut-être source de lamentation, en fait, pour vous. En tout cas, pour moi, c'est signe de vraiment, c'est très désespérant. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire de plus, comme juriste aujourd'hui, pour essayer de renforcer, de remuscler ce régime? Alors, ma proposition, c'est de passer par les obligations d'anticipation scientifique qu'offre le droit de l'homme à la science. Le droit de l'homme à la science, je l'ai dit, c'est un droit qui est aujourd'hui en voie de réanimation, qui existe depuis 1966, mais que les États ont préféré laisser s'endormir. Ils ont préféré le laisser s'endormir parce qu'il a ce contenu, je l'ai dit, extrêmement intéressant, qui protège non seulement la liberté de la recherche, ce que n'importe quel scientifique voudrait, mais aussi le droit de tout un chacun de bénéficier de la recherche scientifique et d'être protégé contre les méfaits de la recherche scientifique. Et puis, il comprend aussi, vous vous en souvenez, un paragraphe 4 sur la coopération scientifique. Et donc, il engage et il oblige chaque État à adopter des mesures de coopération scientifique internationale pour protéger les 3 dimensions du droit. C'est-à-dire que chaque État aujourd'hui, dont la France, chacun des 173 États partis de cette convention, dont la France, doit adopter des mesures de coopération scientifique pour protéger chacune de ces 3 dimensions. Un autre intérêt de ce droit, c'est les titulaires. Il protège autant les scientifiques que chacun et chacune d'entre nous. Nous avons tous ce droit à la science. Et donc nous avons tous ce droit aux 3 dimensions qui sont ici à l'écran. Et enfin, une 3e dimension très intéressante du droit de l'homme à la science, ce sont ses débiteurs. C'est-à-dire que les États doivent protéger le droit de l'homme à la science, mais aussi les communautés scientifiques elles-mêmes. Et donc on ne peut plus mettre dos à dos l'éthique scientifique, l'autorégulation de la science et les obligations des États. En fait, ils doivent absolument se parler et travailler ensemble. Ce matin, on a beaucoup parlé de l'éthique des scientifiques, et puis il y avait le droit et les États de l'autre côté. Alors qu'en fait, ce droit, il crée des obligations et des responsabilités pour les uns et les autres, des obligations et des responsabilités qui doivent
s'articuler. Alors, qu'amènerait une lecture des obligations d'anticipation scientifique fondées sur le droit de l'homme à la science? Il amènerait beaucoup de choses. D'abord, cette lecture mettrait le bénéficiaire de la protection des obligations d'anticipation scientifique, déplacerait ce bénéficiaire des milieux, donc de l'environnement, la mer, le climat, la biodiversité, à la personne humaine. Donc on ramènerait toutes ces questions vers la personne humaine et son milieu. Donc on rendrait vraiment l'évaluation beaucoup plus systématique, plutôt qu'éclatée, comme c'est le cas maintenant. On ferait, je l'ai dit, du débiteur de l'obligation d'anticipation scientifique tant les États que la communauté scientifique elle-même. Et donc on échapperait à cette opposition entre légalisme scientifique, l'État qui veut empêcher les scientifiques de travailler, et les scientifiques qui peuvent s'auto-valider et qui savent toujours mieux comment faire eux-mêmes. On amènerait la protection sur la science elle-même. Il s'agit, quand on développe des obligations d'anticipation scientifique en matière de géo-ingénierie fondées sur le droit de l'homme à la science, non pas d'opposer la liberté de recherche des scientifiques à d'autres droits de l'homme, comme le droit à la vie, la santé, l'environnement sain, l'eau ou l'alimentation. Il s'agit de protéger le droit de l'homme à la science lui-même. C'est-à-dire que c'est vraiment la manière dont on fait la géogénérie elle-même qui doit être protégée de manière à être véritablement humaniste. Et puis il y a d'autres caractéristiques évidemment essentielles. 173 États parties ont ratifié ce pacte dans lequel figure ce droit. Et ces 173 États parties ont des obligations qu'ils doivent mettre en œuvre au niveau national. La France doit adopter du droit sur la base de ce droit, régional, universel. Les moyens de protection aussi. Quand vous avez un droit individuel, obligatoire, exécutable. Vous pouvez l'invoquer en justice, devant les tribunaux nationaux. Vous pouvez l'invoquer devant le Parlement, devant les autorités d'exécution. Vous avez un droit à la coopération internationale, parce qu'il faudra bien que quelqu'un réfléchisse à comment répartir les obligations d'anticipation scientifique entre les différents États et les avantages scientifiques qu'on va tirer de la géo-ingénierie. Et enfin, vous avez un droit à l'information et à la participation à la maîtrise des risques. Donc ça, c'était très important ce matin. On l'a entendu pour le rapport de l'Académie française, enfin l'Académie des sciences en France, mais ça va plus loin que simplement quelque chose que l'Académie des sciences peut vouloir. C'est une obligation de la France et de l'Académie de faire en sorte qu'un débat ait lieu, une bonne information, une bonne participation et une réflexion sur les risques et le potentiel de cette technique. Et je ne parle pas ici d'assemblée citoyenne, hein, je parle en tant que Suissesse, véritablement, de débattre au Parlement, potentiellement de voter dans les pays où on peut voter sur ces questions. Le droit de l'homme à la science demande ça. Hein, il va très très loin dans ce qu'il demande. Donc vous comprenez aussi pourquoi les États étaient très soucieux, une fois qu'ils avaient ratifié le pacte en 1966, d'oublier ce droit. Alors, qu'est-ce que ça donne, et ce sera mon dernier point, pour la ressaisie de la géo-ingénierie par le droit de l'homme à la science? Ça donne trois choses, notamment. D'abord, une obligation d'interprétation systémique de tout le droit international, y compris de l'environnement, qui existe aujourd'hui en matière de géo-ingénierie. Systémique parce que cohérent en partant du droit de l'homme à la science, comme étant le premier droit, le premier régime applicable à cette question. Et vous voyez ici à l'écran ce que ça donne. Ça veut dire que c'est d'abord des intérêts de la personne humaine qu'on va devoir partir pour reconstruire nos obligations d'anticipation scientifique. Là, vous avez eu une même idée qui est émise par la Commission du droit international en 2021 sur la protection de l'atmosphère. Eux aussi, ils étaient face à cette fragmentation des régimes dont je vous ai parlé aujourd'hui, et ils avaient proposé la même chose, mais pas sous un angle droit de l'homme. La deuxième chose que ça fait, c'est de proposer une interprétation humaniste et déontique qui permette de corriger les trois défauts du droit international de l'anticipation scientifique qui s'applique aujourd'hui à la géogénérie. La première, c'est opter toujours
pour la prudence et la précaution, et ne pas s'en remettre à la simple prévention une fois qu'on a une certitude sur le risque. Donc, ramener très fortement la précaution dans ce débat. Et donc, le droit de l'homme à la science va nous permettre de faire ça et d'arrêter de renvoyer la précaution à une simple approche non obligatoire, comme on l'entend souvent. Deuxième chose, la fin du technoscientisme en matière d'anticipation scientifique. C'est-à-dire demander à ce que le scientifique ou les scientifiques fassent quelques pas en arrière dans l'auto-validation de la géo-ingénierie. Ce n'est pas à eux, tout seuls, de déterminer si il faut aujourd'hui procéder et continuer à procéder à cette recherche. C'est quelque chose que nous devons décider tous ensemble, politiquement, y compris dans l'évaluation des menaces que fait peser la géo-ingénierie. Et enfin, l'approche par le droit de l'homme à la science nous permet de cesser d'utiliser l'utilitarisme et la maximisation des bienfaits par opposition aux méfaits en matière d'anticipation scientifique. Donc ça veut dire arrêter de compenser émissions positives, émissions négatives, de corriger au lieu de prévenir, etc. Et ça, c'est quelque chose qu'avait très bien compris, à mon avis, l'Organisation maritime internationale et la COP du protocole de Londres. Et c'est aussi quelque chose qu'a très bien compris le code de conduite qui a été établi par des collègues d'Oxford en 2017 sur la recherche responsable en matière de géo-ingénierie. Et enfin, dernière chose que pourrait faire cette proposition de réinterprétation des obligations d'anticipation scientifique en matière de géo-ingénierie marine fondée sur le droit de l'homme à la science, c'est une réforme du protocole de Londres, du protocole d'amendement, enfin de la résolution d'amendement du protocole de Londres que je vous ai montré tout à l'heure. Je vous ai dit, ce système de 2013, moratoire plus exception, c'est ce qu'on a fait de mieux aujourd'hui dans tous les domaines dans lesquels on procède à de la géo-ingénierie. Et pourtant, ça n'est pas encore à la hauteur de ce que demande le droit de l'homme à la science. D'abord, il faudrait que le comité d'évaluation des demandes d'exception au moratoire, donc des permis exceptionnels de procéder à cette recherche, il faudrait que ce comité ne soit plus uniquement scientifique, il faudrait qu'il soit scientifique et politique, de manière à représenter toute la société et à être conforme au droit de participer à la pratique scientifique et à son organisation que protège le droit de l'homme à la science. Ensuite, ce comité ne devrait plus uniquement penser au bien de la mer, ce qui est en ce moment son objet, c'est de protéger l'intégrité du milieu marin. Il faudrait que plus généralement l'objet devienne la personne humaine et tout son milieu en général. Et enfin, les modalités d'évaluation ne devraient plus être uniquement scientifiques, mais permettre une évaluation complète des potentiels de ces pratiques. Donc, en conclusion, je vous ai proposé aujourd'hui, ou présenté aujourd'hui, un exposé à deux niveaux, avec une présentation aussi simple que possible du régime éclaté qui existe actuellement en matière d'obligations d'anticipation scientifique applicables à la géo-ingénierie, mais j'ai aussi essayé de vous présenter, dans un deuxième niveau de lecture, un argument peut-être un petit peu plus critique qui vous permet de montrer qu'il y a en droit international aujourd'hui des ressources pour une interprétation obligatoire, plus systémique, plus humaniste, plus déontique de l'anticipation scientifique en matière de géo-ingénierie. En bref, un potentiel pour développer la géo-ingénierie en sciences humaines. Quelques collègues, Muriel Fabre-Magnan et Philippe Moulier, il y a quelques années, avaient édité ce très bel ouvrage sur la génétique sciences humaines. Eh bien, je pense qu'aujourd'hui, nous devrions éditer un ouvrage sur la géo-ingénierie, sciences humaines, pour véritablement mettre à profit ce type d'argument pour l'avenir de cette recherche. Mais bien sûr que cette proposition doit accompagner toutes sortes de propositions que font mes collègues juristes dans le domaine du droit de la géo-ingénierie, c'est-à-dire
encourager tous nos États à ratifier la résolution d'amendement du protocole de Londres de 2013, il n'y en a que 6 pour l'instant, étendre le mécanisme moratoire plus permis de la résolution de 2013 à d'autres géoingénieries dans d'autres milieux, exactement comme le propose le Scientific Advisory Mechanism de l'Union européenne en matière de SRM, donc en matière solaire, adopter si possible le code de conduite volontaire de 2017, et puis opter pour une lecture écosystémique, autant que possible, du droit international de protection de tous les milieux. Si vous souhaitez aller plus loin avec moi, vous pouvez le faire avec ces références, mais si vous souhaitez aller plus loin avec mes nombreux collègues très brillants qui travaillent sur cette question, vous avez ici une sélection de quelques lectures en français lorsque c'est possible, mais aussi en anglais de collègues qui ont travaillé sur ces différentes questions. Et donc, ce sera filmé, donc vous pourrez regarder ça tranquillement ensuite à la caméra. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je finis avec des femmes quand même. Des femmes qui sont vous et moi, qui vont à la plage, qui aiment la mer, et qui ont un droit de l'homme à la science, et qui ont un droit de l'homme à ce qu'elles puissent participer et qu'elles aient un mot à dire en matière de géoingénierie marine. Et à l'époque, il y avait tout un projet de géoingénierie marine au large de la baie de Saint-Yves, en Cornouailles britannique. Et voilà ce qu'elle nous disait à ce moment-là. Donc, à bon entendeur. Merci.